Bonjour à tous, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à l'écoute des RFI en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Avec Anne Campner, ravie de vous retrouver. Bonjour Anne. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. La guerre en Ukraine. La Russie dit avoir pris le contrôle de la ville de Soledar. L'Ukraine dit que ce n'est pas vrai. Les autres titres aux États-Unis, un Joe Biden sur la défensive après les découvertes de documents confidentiels, secrets, découvertes faites notamment dans sa maison. Nous parlerons de sport. Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, commence aujourd'hui. Pour l'instant, toujours sans le Maroc. Nous vous expliquons pourquoi. Et puis désormais, tous les vendredis, dans le journal en français facile, le journal de l'environnement, avec différentes initiatives, différentes idées à travers le monde. Jeanne Richard nous emmènera notamment en France, en Espagne, à Madagascar et aux États-Unis. En Ukraine, la bataille de Soledar et les combats qui semblent se concentrer sur cette ville du Donbass. Avec cette question, qui contrôle cette ville située entre Donetsk et Louhansk? Ce vendredi matin, Moscou affirme avoir pris le contrôle de Soledar. Comprenez que les troupes armées russes occupent et maîtrisent la ville. Daniel Valo nous a rejoint pour mieux comprendre la situation. Bonjour Daniel. Bonjour. Cette victoire proclamée par la Russie est contestée par les autorités ukrainiennes. Oui, alors c'est d'abord le porte-parole de l'armée russe qui a revendiqué la victoire ce matin en affirmant, je cite, que la libération de la ville de Soledar avait été achevée dans la soirée du 12 janvier et que cette victoire permettrait d'encercler les forces ukrainiennes à Bakhmout. Quelques heures plus tard, démenti des Ukrainiens, selon un officier du commandement Est de l'armée ukrainienne, les combats se poursuivent à Soledar et les forces ukrainiennes, je cite, maintiennent la situation sous contrôle face aux unités Wagner et face aux forces spéciales russes. Fin de citation. À la bataille acharnée qui se livre dans les rues de Soledar, ou plutôt ce qu'il en reste, vient donc s'ajouter cette guerre des communiqués. Impossible de savoir pour le moment ce qu'il en est réellement sur le terrain. À noter cependant que le ministère russe de la Défense insiste sur le rôle de l'aviation et de l'artillerie dans la bataille de Soledar, sans mentionner une seule fois le rôle joué par les mercenaires du groupe Wagner. Or, celui-ci a déjà revendiqué la victoire à Soledar, affirmant d'ailleurs avoir mené à lui seul l'essentiel des opérations militaires. Daniel Valo dans ce journal en français facile. Aux États-Unis, le président Joe Biden embarrassé par la découverte de documents secrets à son domicile. Et la justice, Anne, la justice américaine qui a très vite réagi en nommant, en désignant dès hier soir un procureur, un homme de justice désigné spécialement pour enquêter sur cette affaire qui comporte deux volets. La découverte de documents dans un bureau privé de Joe Biden, du temps où il était le vice-président de Barack Obama, mais aussi la découverte de documents dans le garage du domicile de l'actuel président des États-Unis. Alors, que va chercher maintenant à savoir ce procureur spécial? Écoutez les explications de Julien Toureille. Il est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dondurand au Québec. Une dizaine de documents début novembre dans un bureau privé, un autre fin décembre dans le garage où le président range sa Corvette et un autre cette semaine toujours à son domicile. Les découvertes s'enchaînent. Il était donc difficile au ministre de la Justice de fermer les yeux sur la gestion de ces documents datant de la vice-présidence Biden. Garant de l'impartialité de la justice, il nomme donc Robert Hur, un ancien procureur fédéral nommé en son temps par Donald Trump, pour enquêter de manière indépendante, et Merrick Garland assure qu'il veillera à ce que tout cela aille à son terme. Le procureur spécial ne sera pas supervisé au quotidien par un responsable du département de la justice, mais il doit respecter les règles, les procédures et les politiques du département.
Monsieur Hur a une carrière de procureur longue et remarquée. Comme procureur fédéral, il a supervisé certaines des affaires les plus importantes du département en matière de sécurité nationale, de corruption publique et d'autres cas de haut niveau. Je m'assurais que Monsieur Hur dispose de tous les moyens dont il aura besoin pour faire son travail. Joe Biden et ses juristes doivent désormais traiter avec un procureur spécial pour une douzaine de documents, de la même manière que Donald Trump doit le faire pour plusieurs centaines de documents saisis à Mar-a-Lago. Même si Joe Biden souligne sa volonté de coopérer avec la justice, c'est un énorme atout politique pour les républicains. Guillaume Nodin, Washington, RFI. Vous aurez reconnu la voix de notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin, pour nous expliquer, nous faire mieux comprendre la découverte de ces documents secrets retrouvés chez Joe Biden. Aux États-Unis, toujours une partie du pays sera bientôt balayée par des tornades. Des tornades à répétition, Adrien. N'est-ce pas, puisqu'en une seule journée, celle d'hier, Anne, jeudi, 45 tornades ont balayé les États-Unis, selon le Centre américain de prévision des tempêtes. Et certaines d'entre elles ont été meurtrières. Au moins 7 personnes tuées hier lors du passage de ces vents tournoyants, notamment dans 2 États, l'Alabama et la Géorgie. Changer d'air, comme tous les vendredis, le nouveau journal de l'environnement dans le journal en français facile. Et cette semaine, nous sommes avec Jeanne Richard. Bonjour Jeanne. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Un sondage, tout d'abord, une étude d'opinion. Ce n'est pas la technologie qui va sauver l'environnement, mais un vrai changement de nos habitudes, de nos modes de vie. Et ce sont les Français qui le disent. 78% d'entre eux souhaitent changer de modèle économique pour aller vers plus de sobriété et de justice sociale selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique en France. Mais malgré ces aspirations, les modes de vie et de consommation ne changent pas vraiment. Analyse de cette contradiction avec la sociologue de l'ADEME, Anaïs Rochi. Le processus de transition, il dépend non seulement de nos comportements individuels, mais surtout de nos dynamiques collectives. Et effectivement, aujourd'hui, notre société, elle pousse à la consommation, en fait, que ce soit la publicité, les offres promotionnelles, la mode, les évolutions technologiques qui nous poussent à renouveler rapidement nos biens et qui nous incitent à consommer toujours plus au-delà de nos besoins. Et les entreprises usent de plus en plus de techniques toujours plus poussées pour nous donner envie d'acheter, pour susciter le désir de consommer, etc., quoi. Les entreprises et les politiques doivent donc aussi s'y mettre. Pourquoi pas en interdisant la publicité sur les produits à fort impact environnemental, par exemple. Tout autre sujet, Jeanne Richard, en Espagne. À présent, les fabricants de cigarettes vont devoir payer pour les filtres, ce qu'on appelle les mégots. Une nouvelle loi oblige les fabricants de cigarettes à récupérer les mégots jusque dans les égouts et les usines de traitement de l'eau pour éviter qu'ils finissent dans l'océan et y libèrent plastique et substances toxiques. Un nettoyage qui pourrait leur coûter cher, plus de 150 millions d'euros par an, selon les estimations de la presse espagnole. Parlons à présent des dégâts de l'homme avec un grand H sur la planète. Exemple à Madagascar. Il faudrait 3 millions d'années d'évolution pour reconstituer la diversité des mammifères disparus à Madagascar depuis l'arrivée de l'homme il y a 2500 ans, selon une étude publiée dans Nature Communications. Une trentaine de mammifères comme le lémurien géant, les oiseaux éléphants ou les hippopotames nains sont déjà éteints et la situation ne s'arrange pas. Entre 2010 et 2021, le nombre d'espèces menacées d'extinction est passé de 56 à 128. Jeanne Richard. Enfin, le Maroc ne participera pas au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, disputé à partir d'aujourd'hui en Algérie. La compétition commence tout à l'heure, ce soir, et jusqu'au bout, le doute a persisté pour le Maroc. Les joueurs étaient prêts à partir ce matin, mais l'Algérie n'a pas donné l'autorisation à leur avion de survoler son sol. Du coup, les Marocains, en tout cas à cette heure-ci, ne participent pas au CHAN.